C'est plus clairsemé, oui, absolument. Oui. On en a perdu en cours de route. C'est classique. Tout à fait. Voilà, donc on a juste une petite communication. Donc demain aussi, je vais vous envoyer un message. Il y a une conférence de Brigitte Boissavy planée en soirée. Donc une historienne de l'art, archéologue. Je vous enverrai les renseignements par l'université virtuelle à l'issue de cette séance pour celles et ceux qui voudraient y participer. Il y aura encore une troisième séance d'ailleurs, si vous le désirez, si vous êtes vraiment gourmand ce mercredi soir. Moi, personnellement, je ne sais pas. Voilà. Et alors, après les vacances, le 15 avril, nous aurons le plaisir d'accueillir notre collègue Régine Lejean, Jean-Pierre, je le signale, le 15 avril. Régine Lejean de l'Université de Paris 1, fraîchement émérite, qui viendra elle aussi nous présenter un ouvrage publié exactement dans la même collection que celui que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc on enchaîne un mois avant. Donc voilà. Je laisse la parole à Nicolas pour vous présenter quelqu'un qui a et qui continue à peser incontestablement d'un point très positif. Ce peut-être oui, considéré comme négatif, mais c'est vraiment qui a une influence importante sur notre travail. Donc Nicolas va vous présenter maintenant. Donc Jean-Pierre Devroy, que vous voyez de dos en train de prendre des notes, est professeur émérite de l'ULB même. Donc il a été formé à l'ULB, il a mené une thèse de doctorat en un temps où moi je n'y étais pas du tout. Et donc il s'est établi assez rapidement comme un des spécialistes, et puis progressivement le spécialiste de l'étude de documents dont je vous ai déjà parlé, les polyptyques, donc ces documents de gestion de l'époque carolingienne. Vous avez devant vous... les autres sont morts. Il m'a volé ma chute, mais oui, c'est effectivement ça. Donc vous avez devant vous le spécialiste des polyptyques incontesté au niveau mondial. Voilà, il y a de la contestation, ou en tout cas il y a la concurrence plutôt, mais plus de ce monde à l'heure actuelle. Et donc Jean-Pierre Devroy a mené une carrière, alors d'abord à l'ULB, comme dans les bibliothèques, comme directeur de la bibliothèque des sciences humaines. C'est à lui en partie que l'on doit l'état actuel de la bibliothèque, même au sens physique. La tour et son organisation, c'est sous son contrôle que cela a été mis en place. Et en parallèle, il a donc toujours continué à faire de la recherche en histoire médiévale et plus spécifiquement autour de ces politiques en histoire économique et sociale du Haut Moyen-Âge, vraiment centraliser ses recherches ou centrer ses recherches sur l'époque carolingienne, à poser des questions originales, particulières à ces politiques, des choses auxquelles on ne s'intéressait pas spécialement dans la littérature autour des politiques. Alors c'est des questions de communication, c'est des questions de circulation, de communication entre paysans, entre seigneurs, un ensemble d'éléments où progressivement ces recherches, donc menées en parallèle avec son emploi du temps principal dans les bibliothèques, avec un ensemble d'articles qui de plus en plus attirent l'attention et qui l'établissent vraiment dans le champ de cette recherche autour de l'histoire économique et sociale de l'époque carolingienne, qui, à ce moment-là, donc on parle des années 80-90 et puis début 2000, est un champ particulièrement actif où on a vraiment renouvelé l'approche même de ces documents pour passer, pour le dire très très vite, finalement, d'une conception d'une économie carolingienne stationnaire, pas très... finalement pas très dynamique, à la compréhension en fait d'une économie qui est vraiment organisée et en croissance, organisée à partir justement, et c'est un des chantiers que Jean-Pierre Devroy a éclairé particulièrement, d'une certaine forme de rationalité, alors qui n'est pas notre rationalité économique, mais une rationalité économique propre de ces élites carolingiennes, qui, notamment à travers le politique, comme outil, stimule, si vous voulez, cette croissance et cette organisation économique.
Et donc, avec ça, on arrive au début des années 2000 où Jean-Pierre Devroy considère qu'à partir de publications, donc il y a tout un travail d'édition de politique qu'il a mené, et puis plutôt des articles pour effectivement communiquer, analyser et proposer de nouvelles hypothèses de recherche. Et donc en 2003 sort ce bouquin, donc l'économie rurale et société dans l'Europe franque, qui est une synthèse, se présenter comme telle, de ses recherches propres, mais aussi évidemment certains et certaines d'entre vous l'ont certainement déjà utilisé, en tout cas, mais c'est ceux qui sont passés par mon cours ont nécessairement fini dans ce livre à un moment ou à un autre. Aussi évidemment en présentant l'ensemble des recherches en archéologie et en histoire, en faisant une espèce d'état des lieux en 2003. Je vais faire circuler ce premier ouvrage, qui se veut un ouvrage très didactique et accessible. Il vient immédiatement après, on est en 2006, cet ouvrage, un deuxième volet qui finalement est plus, moi je le trouve plus épais, plus complexe d'une certaine façon, plus dense en tout cas, disons-le comme ça, mais toujours dans la même veine, et qui ici se penche plutôt sur la question de l'organisation sociale, donc puissant et misérable, système social et monde paysan dans l'Europe des Francs, 6e, 9e siècle. C'est vraiment le penchant de ce volume paru chez Belin, mais avec une approche plus sociologique. Et à la fin de l'ouvrage, le bon dernier tiers, mais essaye, c'est un pari, de mettre au centre de l'analyse le monde paysan. De manière beaucoup plus radicale qu'on a pu le faire jusque-là. Les politiques et la documentation dont on dispose de manière générale amène à plutôt voir le point de vue des puissants. Ici, Jean-Pierre Devroy prend une inflexion, alors qu'on voit déjà dans ses ouvrages précédents, mais là c'est vraiment formalisé de cette manière-là, poser la question à quel point est-ce qu'on peut étudier le monde paysan et quelle place est-ce qu'on peut lui donner dans une analyse du social. Et je pense qu'aujourd'hui, il reviendra aussi un petit peu sur cet enjeu-là. Alors un peu plus près de nous, un ouvrage que vous avez peut-être vu passer parce que donc paru en 2019, donc ça ne fait pas si longtemps que ça, qui est une enquête qui prolonge d'une certaine façon ces recherches-ci en ajoutant une composante, alors elle est déjà présente, on peut la sentir en tout cas dans le volume paru chez Belin, une composante radicalement écologique à l'interrogation historique, puisqu'il s'agit ici, dans La nature et le roi, environnement, pouvoir et société à l'âge de Charlemagne, de reprendre le règne de Charlemagne et de l'analyser du point de vue plus spécifique de l'histoire du climat, ou en tout cas du temps, puisque climat et temps ne sont pas exactement la même chose, et de la météo, si vous voulez, d'une certaine façon, à travers des questions de famine, des questions de crise alimentaire. Et donc là, Jean-Pierre Devroy reprend ça en finalement allant chercher, mener des espèces de petites enquêtes très précises pour chaque année de règne où des crises alimentaires ou d'autres formes de perturbations sont attestées, mener finalement des espèces d'enquêtes de micro-histoire, très très pointilleuses, très précises, et qui permettent véritablement alors c'est un champ à la mode, comme vous le savez, celui de l'histoire environnementale, mais de dégager une méthode et une façon de faire qui est vraiment propre à Jean-Pierre Devroy, au sens où d'abord, il y a cette approche de micro-histoire, de vraiment aller au plus près des dossiers et de ne jamais traiter les choses en généralité, sauf si on a d'abord fait le travail d'analyse du microscopique, et puis on peut remonter. Et d'autre part, toujours en remettant le social et les paysans au cœur de l'enquête. Et donc c'est ce que vous retrouverez ici dans La nature et le roi. Et alors finalement, c'est une enquête qui est née dans la préparation de La nature et le roi. C'est ce dont il va nous parler aujourd'hui. Alors là, on est vraiment au cœur de l'actualité de la recherche. Donc le dernier ouvrage de Jean-Pierre qui est paru il y a un mois, le 8 mars, bien voilà, de la grêle et du tonnerre, histoire médiévale des imaginaires paysans. Alors je ne vais pas trop vous expliquer de quoi il en retourne, puisque c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui, mais je vais me contenter de lire
rapidement pour vous, non pas la quatrième de couverture, mais la description de Jean-Pierre Devroy, parce qu'elle est juste et que voilà, ça vous situe un petit peu qui vous avez face à vous aujourd'hui. Jean-Pierre Devroy est aujourd'hui l'un des médiévistes européens les plus savants et les plus inventifs. Éminent spécialiste des sociétés rurales du Haut-Moyen-Âge et de l'histoire environnementale, il est professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles, membre de l'Académie royale de Belgique. Et je m'arrête là. Nous sommes très heureux de t'avoir ici aujourd'hui, Jean-Pierre. Est-ce que je fais déjà circuler de la grêle du tonnerre ou oui, plus tard? oui, ça m'arrivera à l'épuiser en... Non, de toute façon, bonne chance. Donc, donc un tout grand merci, Jean-Pierre, d'être là aujourd'hui. Le plaisir est pour moi. Donc c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice. Bon, ici, prétend qu'il est facile, parce que comme on a écrit, on a la réponse et tout, mais non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué, surtout si on veut se livrer à l'exercice auquel j'aimerais me livrer aujourd'hui, qui est plutôt dans le langage cinématographique, vous parlez de making-of. Comment est-ce qu'on écrit un livre sur un sujet improbable, voire imposable. Comme on est dans la maison du livre-examen, et malgré ou en plus de la présentation généreuse de Nicolas, vous dire de quel point de vue je parle. Donc, je suis un historien engagé. Je ne peux pas le cacher, j'ai toujours dit à mes étudiants, façonné par la méthode érudite qui est ici dans cette maison depuis pratiquement la fin du XIXe siècle. Donc, ne laissez passer aucun détail, mais en même temps modelé par un matérialisme scientifique, par l'influence déjà lointaine de Karl Marx, et puis plus récemment par l'émergence de sujets qui sont dans le quotidien, qu'il s'agisse du féminisme, de la question des minorités, ou plus largement du changement climatique. Avec toujours une constante que le titre puissant et misérable laissait sous-entendre, donner la parole à ceux qui ont été dominés pendant des siècles, voire des millénaires, les misérables, même si c'est malheureux, n'ont guère eu la possibilité de parler. Alors, de quelle interrogation est-ce que je pars? Et là, je raccroche à mon texte, j'aime bien avoir un texte. Pourquoi la grêle tombe-t-elle ici et pas ailleurs? Qu'a-t-on fait au ciel pour que gronde le tonnerre? Le paysan qui voit son champ rempli d'épis mûrs, ravagé et rendu impossible à récolter par l'averse, le vigneron dont la vigne est brûlée par le gel ou hachée par la grêle, appartiennent aux sans-voix. L'historien, littéralement, ne les entend pas dans sa documentation. Ce qui est souvent réalisable par l'ethnologue ou l'anthropologue, qui s'adresse à des témoins vivants, est donc impossible à l'historien qui est confronté à des témoins disparus et à une documentation presque uniformément produite au Moyen-Âge par les élites et singulièrement par les clercs. Ces questions nous renvoient au dilemme posé à l'historien par l'inaccessibilité de la culture des subalternes. Le sentiment d'impuissance qui en découle est le lot de tout chercheur qui cherche à donner la parole aux vaincus, aux marginaux, aux subalternes des deux sexes, qui n'ont pas droit de cité ou droit d'histoire. Malgré le bruit assourdissant de la haute culture dans les sources, le paysan médiéval, qui est l'acteur principal des interactions humaines au sein des écosystèmes dans l'agriculture traditionnelle, donc celle qui précède la révolution chimique et la mécanisation du XXe siècle, se prêtera-t-il à l'exercice de faire parler les sans-voix? Et au passage, première référence, sur Arte le 23, mais déjà maintenant sur Arte TV, un très beau documentaire en 4 parties
du grand documentariste tchèque, d'origine tchèque, Stan Neumann, Le temps des paysans, qui fait suite à un autre documentaire qui s'appelait Le temps des ouvriers. Donc comment est-ce que ce paysan médiéval se prête-t-il à l'exercice de faire parler les sanglants? Au regard des élites médiévales et modernes, le paysan est littéralement dépourvu de parole, c'est-à-dire de la faculté d'exprimer et de communiquer la pensée au moyen du langage articulé. Pour vous donner un exemple, quand Suger de Saint-Denis, dans son manuel de gestion destiné donc aux moines de l'abbaye de Saint-Denis, parle de l'opposition des paysans, probablement une opposition portée par des procès, il prend bien garde de faire la moindre allusion à ce genre de choses, mais il parle de la garoulitas des paysans. Et garoulitas, c'est une onomatopée romaine qui désigne la manière dont les animaux s'expriment. Hein, le français garrulité, on dit que la pie garule. Comment, dès lors, mener l'enquête sur les imaginaires paysans? L'archéologie et les paléosciences permettent de mesurer la place de l'anthropisation dans les écosystèmes, mais sans pouvoir relier directement ces traces à leurs producteurs ou productrices, c'est-à-dire aux acteurs sociaux qui concernent au premier plan l'historien. C'est précisément ce que peut l'historien par la subjectivité même du témoignage écrit. L'image qui me vient spontanément à l'esprit est celle de l'enquêteur détective qui cherche à recueillir exhaustivement l'information sur la scène de crime, à analyser des indices et des témoignages, puis à formuler des hypothèses sur les causalités et les responsabilités par des méthodes qui visent à déterminer la vérité. On pense évidemment à un des héros du Nom de la Rose, Guillaume de Baskerville, d'Umberto Eco, ce moine dont la figure emprunte autant à Sherlock Holmes qu'au philosophe anglais du XIIIe siècle, Guillaume Bacon, dont l'œuvre scientifique repose sur l'empirisme et l'observation minutieuse comme base de la connaissance, l'induction qui permet à partir d'observations spécifiques d'aboutir à des conclusions générales et une approche sceptique de la connaissance établie, une pensée qui préfigure le principe de la liberté d'examen qui nous est cher dans cette maison. Ces qualités sont à l'origine d'un nouveau courant historique né en Italie au milieu des années 60, la microstoria. Souvent à partir de documentation judiciaire, qui rend compte des questions des juges et des réponses des accusés, des historiens comme, je n'en cite que deux, mais on pourrait évidemment en citer bien d'autres, comme Giovanni Levi, Le pouvoir au village, l'histoire d'un exorciste dans un village italien du XVIe siècle, ou Carlo Ginzburg, avec les batailles nocturnes, ont pu reconstituer les univers de croyances à partir de micro-histoires individuelles. Donc, ce sont des acteurs réels auxquels s'intéressent les auteurs de la microstoria. Ginzburg s'est servi des dossiers des inquisiteurs contre les nez coiffés du Frioul, ceux qui naissent avec le placenta sur la tête, les benandanti, qui, à la manière des chamans sibériens, vivaient des expériences extracorporelles de vol nocturne, durant lequel ils combattaient, disait-il, armés de tiges de fenouil, des méchants sorciers pour assurer le retour du printemps au XVIe siècle. Vous imaginez la stupéfaction des inquisiteurs qui ont leurs petits, comme tout flic, les questions à poser. Regardez du côté de Moscou, pas plus tard qu'aujourd'hui. L'Église frioulane ne comprend absolument pas ces pratiques qu'elle voudrait ramener au paradigme de la sorcellerie. Mais en même temps, sa perplexité met à jour une couche de croyances spécifiquement populaire, déformée puis effacée par
la surimposition d'un schéma savant. Une religiosité, bon, l'expression n'est pas très heureuse, mais elle a la mienne, hors chrétienne, pas non chrétienne, mais hors chrétienne, liée à la fécondité agricole, au cycle des saisons et aux expériences extracorporelles étudiées aujourd'hui par la neuropsychologie et l'analyse du cerveau. L'enquête que j'ai menée sur la grêle et le tonnerre met en œuvre les principes de la microstoria, une lecture minutieuse qui repose sur une observation analytique et exhaustive, dans ce qu'on pourrait appeler une ethnographie du détail, qui emprunte à Albert Piette l'idée que, quelle que soit l'échelle du travail, les détails ne sont en réalité jamais étudiés pour eux-mêmes. Au début de toute microstoria, il y a un événement singulier et un document exceptionnel. La grêle nous fournit le premier. Face à l'orage, aux tornades et à la grêle, phénomène effrayant, destructeur, local et imprévisible, il n'y a ni stratégie agraire, plantée autrement par exemple, ni protection, ni remède efficace. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Mais des calamités mémorables qui s'inscrivent dans l'histoire familiale et villageoise. On se raconte les grêles les plus catastrophiques de génération en génération. Pour le consommateur, entendez le non-paysan, qu'il se procure sa nourriture par la rente foncière et la domination seigneuriale, ou par le commerce, la grêle est un non-événement, à moins que la foudre touche un édifice ou une personnalité considérable. Alors là, on va noter que l'église de telle abbaye a été foudroyée ou que le malheureux évêque, qui avait beaucoup de défauts, est mort suite à l'effondrement des murs sous la tornade. Alors, avec le traité sur la grêle et le tonnerre d'Agobard, je fais circuler l'édition la plus récente, composée dans les années 810, nous tenons ce fameux témoignage d'exception. À cette époque, l'Empire carolingien se relève difficilement d'une série de famines pluriannuelles provoquées par les aléas climatiques et surtout des destructions provoquées dans tout le continent par une pandémie, une zoonose qui a touché les bovins et a provoqué des rumeurs d'empoisonnement et des lynchages sur lesquels nous reviendrons. Par sa position d'adjoint de l'archevêque, Agobard était spécialement chargé d'accomplir des tournées dans les paroisses. D'un incident dont nous reparlerons dans un instant, il a tiré un opuscule qui relève de plusieurs genres, ce fameux traité sur la grêle et le tonnerre, la pastorale qui est destinée à nourrir le sermon au peuple, et le traité théologique. La pastorale relève d'une rhétorique de persuasion qui vise à influencer les opinions et le comportement des fidèles, au moyen d'arguments logiques ou d'émotions et d'un langage persuasif. Pour être bien reçu, et j'attire votre attention parce que ça va être fondamental dans la critique de témoignage, le message doit être clair et convaincant et adapté au contexte et au public en termes de culture, de valeurs et de besoins. Si vous faites de la pastorale complètement hors contexte et hors propos, les gens qui écoutent ne comprennent rien et ne se sentent pas concernés. Le traité théologique, qui relève de la citation et de l'exégèse biblique, s'adresse, lui, à des clercs savants, voire à de simples prêtres, pour les armer dans leur combat contre les croyances hors chrétiennes, en clarifiant la relation entre les phénomènes atmosphériques et Dieu. Bon, ce côté-là ne m'a pas vraiment occupé beaucoup dans l'analyse du traité. L'ouvrage, qui est bâti selon les règles de la rhétorique de Cicéron, commence par l'exposé du problème. C'est important quand, historien, vous êtes amené à être confronté à la littérature, de bien comprendre de quel ouvrage il s'agit. Est-ce que c'est un pastiche ? Est-ce que c'est un ouvrage polémique ? Ici,
On est dans une œuvre qui obéit aux règles de la rhétorique. Alors, il commence donc par l'exposé du problème. Dans le diocèse de Lyon, dit Agobard, presque tous les gens, à la ville et à la campagne et au-delà des différences de classe ou d'âge, pensent que la grêle et le tonnerre peuvent être provoqués par la volonté humaine. La suite du texte montre qu'il ne s'agit pas d'une simple rumeur ou d'un effet rhétorique. Il y avait effectivement, dans le Lyonnais, des spécialistes de la tempête, ce qu'Agobard appelle les tempastarii, ou tempestaires en français, des individus qui prétendaient pouvoir manipuler les vents levés et les nuages au moyen de gestes et d'incantations. Parce que prétendre à ce pouvoir, c'est faire tomber la grêle ailleurs, chez les voisins, ces magiciens du temps sont considérés à la fois comme des défenseurs bénéfiques et des individus malfaisants. La grêle ne tombe pas chez moi, elle tombe chez le voisin. Au IXe siècle, des communautés villageoises se cotisent pour les salariés. Agobard dit d'ailleurs qu'il préfère payer les tempestaires que de payer la dîme paroissiale. Là, on ne sait pas si ce n'est pas un effet de rhétorique, évidemment. Quand la grêle tombe, les tempestaires peuvent aussi être la cible d'une haine féroce et les victimes de violences extrajudiciaires. Nier le pouvoir exclusif de Dieu dans la nature relève, conclut Agobard, au mieux de l'ignorance et de la stupidité, au pire du faux témoignage. Avant de développer ses arguments théologiques, le prélat raconte un incident dont il a été témoin lors d'une tournée d'inspection dans les campagnes. Cette narration nous livre l'exposé d'une croyance bien structurée autour de thèmes précis. Des paysans sont venus le trouver, emmenant 3 hommes et une femme enchaînés, qu'ils voulaient voir condamnés et lapidés à mort. C'étaient, prétendait-il, 4 marins tombés d'un navire de nuages venu de Magonia, le pays des mages, pour acheter aux tempestaires les récoltes détruites par la grêle. Nous tenons ici, moyennant l'obsession pour les détails, la matière d'une véritable légende urbaine, ou rurale si vous voulez, médiévale. À partir d'un fait crédible et facile à vérifier, la grêle détruit les fruits. Si vous regardez des photos de champs ou de vignes ravagées par la grêle, on a l'impression qu'il n'y a jamais rien eu dans ces champs. C'est une destruction qui est complète. Le récit déroule un faux enchaînement de causes et de conséquences pour dénoncer des responsables lointains ou étrangers. Ça n'arrive jamais, évidemment, ce genre de raisonnement, même aujourd'hui. D'autres fragments de la réalité sont inclus dans la légende. Les spéculateurs et les marchands qui prêtent des grains contre une part usuraire des récoltes, ou les dissimulent pour profiter de la cherté. Peut-être les glaneurs et les glaneuses qui viennent ramasser les grains qu'on ne peut pas moissonner. Ou encore la forme en proue de bateau des cumulonimbus qui sont les principaux responsables atmosphériques des orages. Ce contexte à la fois psychologique et économique est à la base d'une fable cohérente qui enclenche des mécanismes de persécution. Ce schéma persécutoire à l'égard des marginaux ou des exclus est évidemment bien connu jusqu'au plein XXe siècle et sévit encore aujourd'hui avec une force décuplée par les réseaux sociaux et par l'extrême droite. Dans les années 810, d'autres fake news ont circulé, comme la rumeur qui attribuait la grande épidémie des bovins, celle dont je vous ai parlé de 910, à de mystérieux étrangers envoyés pour nuire à l'empire de Charlemagne en répandant une poudre mortelle dans l'environnement par un ennemi héréditaire des Francs
Donc pas un Ukrainien, mais un des derniers princes lombards de l'Italie du Sud. L'anecdote illustre la fragilité de la frontière qui sépare la violence extrajudiciaire, le lynchage, de la répression judiciaire. L'empereur lui-même s'est inquiété des troubles provoqués par la fable de la poudre mortelle et a fait diligenter des enquêtes contre les responsables. Le fait mérite d'être souligné. À d'autres époques et en d'autres lieux, comme durant la chasse aux sorcières et aux sorciers du XVe au XVIIe siècle, ou les pogroms contre les juifs ou d'autres minorités, la rumeur mortifère et le lynchage sont tolérés par les autorités civiles et religieuses quand ils ne sont pas créés et instrumentalisés purement et simplement par elles. Et vous comprendrez déjà maintenant qu'un des sujets principaux du livre, en dehors des imaginaires des paysans, c'est ce que j'avais... Enfin, pas moi qui les appelle, je vous ferai passer, il faudra le manier avec précaution parce qu'il tombe en miettes. La persécution, sa formation en Europe, de l'historien américain Robert Moore, qui a créé cette expression de « persecuting society ». Agobard déploie successivement pour persuader des arguments logiques, relevant de l'enquête indicielle et de la validité des témoignages et des arguments théologiques. Rencontrant quelqu'un qui prétend avoir vu des tempestaires, il lui dit « Tu prétends connaître des tempestaires, mais as-tu réellement assisté à leur ouvrage ou rapportes-tu les propos d'un tiers ?» Vous connaissez la fragilité des témoignages. La théologie d'Agobard appartient, et c'est un autre point intéressant et même fascinant pour un rationaliste comme moi, à un courant cosmologique majeur. C'est ce qu'on appelle un monisme, selon lequel il existe une seule réalité fondamentale dans l'univers. Dieu est la réalité unique dans le monde. Sa réalité est à la fois immanente, il est présent et acteur dans toute chose, et transcendante. Ses pouvoirs se situent au-delà de tout ce qui existe et donc de la compréhension humaine. Je vous donne un simple exemple. S'attaquant au fameux duel judiciaire, vous avez sûrement vu des scènes, y compris dans Game of Thrones, la montagne contre un pauvre petit, de ces duels judiciaires, il dit mais ces duels sont de véritables simulacres parce que seul Dieu sait pourquoi il va donner la victoire, non pas au bon droit, mais à un des combattants. Sans doute le plus musclé des deux. Cette philosophie n'est pas incompatible avec la science. C'est là où on voit le rationaliste pointer le bout de l'oreille. En effet, les théologiens font la distinction entre ce qu'on appelle une cause première et supérieure et une cause seconde. La première participe du pourquoi. La grêle tombe parce que Dieu l'a fait tomber. Dieu est lui seul. La seconde, du comment. Donc, Dieu décide quand et où tombe la foudre ou la grêle, mais Agobard connaît parfaitement l'explication du phénomène par la science antique. Les grêlons se forment à partir des gouttes de pluie qui sont congelées par la rigueur du froid et celle du vent. Allez, je crois qu'un météorologiste serait plus ou moins d'accord avec cette définition. Le principe de l'ineffabilité des actes de Dieu, il est littéralement impossible de savoir pourquoi les choses adviennent. On rencontre ça dans la philosophie hindouiste aussi, par exemple, et je crois une arme solide contre les explications irrationnelles et potentiellement mortifères des aléas et des intempéries, puisqu'il détruit la suspicion d'intentionnalité. Je ne peux pas attribuer une catastrophe à quelqu'un, puisque Dieu est partout et dans tout. Le traité sur la grêle et le tonnerre est une œuvre quasi sans postérité, en dehors de Lyon jusqu'au XVIe siècle, où il est redécouvert avec la plus grande partie de l'œuvre d'Agobard par le fruit du hasard.
Donc Agobard lui-même, sans doute, avait fait coucher par écrit la plupart de ses œuvres. Elles disparaissent dans un circuit de bibliothèque, et puis un relieur redécouvre l'œuvre. Alors, l'anecdote dit qu'il est en train de la découper pour en faire des renforts de reliure, et il y a évidemment un érudit qui apparaît en disant « Non, 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 je vous l'achète ». Et c'est ainsi qu'on connaît 99% de l'œuvre d'Agobard. Son édition est immédiatement mise à l'index. Chez les libertins et les protestants de l'époque moderne, le prélat devient le symbole de la lutte contre les superstitions catholiques romaines. Un pastiche destiné à se moquer des esprits crédules enrichit les thématiques fictionnelles des tempestaires et des interactions des humains avec les forces et les esprits du monde caché. Alors, on rajoute des détails. Les spirites s'emparent de ce livre au XIXe siècle pour alimenter leurs propres fantasmes ésotériques. Après la Seconde Guerre mondiale, les faits dénoncés par Agobard deviennent le premier témoignage historique sur une rencontre du troisième type. Aujourd'hui, Land of Magonia est devenu le sujet de romans de fantasy médiévale à succès. Repris en main par les historiens, le texte mérite-t-il le statut que nous lui avons conféré comme chemin de traverse vers l'arrière-pays des sans-voix et leurs imaginaires? Parce qu'il cherche à convaincre et à persuader, le traité d'Agobard ouvre une fenêtre sur d'autres croyances et sur d'autres manières de concevoir et d'habiter le monde, ce qu'on appelle en allemand la Weltanschauung. Comme l'explique le philosophe français Thierry Ripoll, je le fais circuler, vous voyez que je l'ai beaucoup utilisé, face au monde qui les entoure, les humains sont les victimes de deux illusions. La première, qu'on pourrait appeler un matérialisme naïf, consiste à croire que ce à quoi nous donne accès nos sens ou notre intellect correspond à ce qui est. À l'opposé, beaucoup croient que notre monde n'est qu'un monde d'apparence, dissimulant plus ou moins efficacement le monde réel. C'est la position de philosophes comme Platon ou Berkeley, qui distinguent le monde des phénomènes courants d'un monde ontologiquement plus riche mais plus inaccessible. Le fameux mythe de la caverne de Platon. D'une certaine manière, précise Ripoll, et je pense que c'est vraiment une remarque importante, la science, parce qu'elle recherche des explications qui ne sont pas directement accessibles par la spéculation ordinaire ou par le seul usage de la perception, participe à cette exploration de ce qui se dissimule derrière les phénomènes du monde ordinaire. Malheureusement, l'intuition très heuristique de l'existence d'un monde caché est aussi constitutive de ce que les psychologues et certains anthropologues appellent la pensée magique. Ce monde caché serait fondamentalement distinct du nôtre, et pourtant il déterminerait de manière souterraine les phénomènes de la vie ordinaire. En démontant les croyances sur les tempestaires, Agobard donne accès à une manière hors chrétienne d'habiter le monde, c'est-à-dire pour les humains de percevoir et d'organiser leurs relations avec les autres composantes de l'environnement, un mot qui est mieux rendu, n'est-ce pas, Nicolas, par l'allemand Umwelt, parce que environnement, ça a l'air un peu extérieur, c'est ce qui entoure. Ou l'Umwelt, c'est ce dans quoi l'homme est plongé dans la nature. Une lacune documentaire du récit d'Agobard est qu'il laisse volontairement de côté d'autres courants dans l'Église et la chrétienté qui adoptent une vision de l'univers dualiste. Le monisme théologique était certainement dominant dans l'entourage de Charlemagne. Toutefois, un proche, comme l'auteur de sa célèbre biographie, Éginard, attribue les calamités qui accablent l'Empire franc dans les premières décennies du IXe siècle à l'envoi de démons chargés de répandre stérilité et famine, guerre et épidémie. Dès 829,
Et durant les guerres civiles qui suivent, pendant plusieurs décennies, la législation carolingienne prévoit la mise à mort des tempestaires et autres magiciens en accréditant l'idée qu'ils ou elles sont les ministres du diable. Retenons la coïncidence entre troubles sociaux ou politiques, causalité diabolique et bouffée persécutoire. On ne sait pas quand et pourquoi l'Église et les pouvoirs civils sont revenus au monisme et à l'exclusivité de l'action divine dans la nature, mais il est certain que cette position l'a emporté jusqu'au XIIe siècle et a fait barrage aux persécutions, nous y reviendrons. Les passages de l'Ancien Testament pouvaient justifier la peine de mort pour les mages. Des tendances dualistes parmi les clercs et la population, plus discrètes parce que hétérodoxes, circulaient également dans la chrétienté depuis l'Antiquité tardive. La plus importante et la plus constante était le manichéisme, qui affirme la dualité et le combat entre le bien et le mal, et l'existence d'un monde caché, peuplé d'esprits et leur capacité d'action sur le monde réel. Le dualisme théologique offre une réponse simple et directe à l'angoisse métaphysique de la présence du mal. Songez aux débats philosophiques et théologiques qui ont suivi la Shoah. Comment est-ce que Dieu peut permettre une telle atrocité? La lutte contre le mal repose sur des explications complotistes et des mécanismes d'exclusion qui servent d'exutoire en période de stress collectif et sur une légitimation de la violence institutionnelle. Alors, le Xe siècle a produit le fameux pour moi, canon Épiscopie, qui établit l'irréalité du vol des sorcières ou de leur pouvoir de se transformer en animaux. Les deux principaux traités occidentaux qui traitent de la pastorale des fidèles à la fin du IXe et au début du XIe siècle prolongent la volonté des manuels des confesseurs carolingiens, dresser l'inventaire des fausses croyances, passage à une source précieuse pour approcher les imaginaires paysans. La faute de ceux qui croient ou pratiquent la magie relève, disent-ils, du pur fantasme ou, au pire, de la faiblesse face au pouvoir de séduction et de tromperie bien connu du diable. Pensez à Faust. Les confesseurs recommandent des pénitences relativement légères en réservant des punitions plus sévères aux récidivistes impénitents. Dans cette phase de la christianisation, l'objectif de l'Église est clairement d'instruire et d'inclure le peuple des simples. La bascule intervient paradoxalement au XIIIe siècle, quand l'encadrement des paroisses et la christianisation des fidèles paraissent achevés. L'institution bascule de l'inclusion à l'exclusion en visant d'abord les hérétiques. Sur un plan général, le recours au monde magique passe ainsi aux yeux de l'Église du statut de l'erreur, qui peut être pardonnée, à celui de la faute, qui doit être sanctionnée avec une plus ou moins grande rigueur par le pouvoir civil. Le tournant doctrinal se situe autour de 1250, quand le pape Alexandre IV ordonne aux inquisiteurs de ne plus seulement s'intéresser aux hérétiques, mais également aux devins, aux jeteurs de sorts ayant, dit-il, une saveur manifeste d'hérésie. Étendant ainsi aux prétendus sorciers et sorcières la sévérité incomparable de la législation contre les hérétiques. Je ne dois pas vous faire de dessin sur les bûchers et autres joyeusetés qui accompagnent les efforts de l'Église au XIIIe ou au XIVe siècle. Une accusation banale de malveillance, comme celle d'avoir fait tarir le lait des vaches d'un voisin, aux conséquences rachetables jusqu'au XIIe siècle, conduit tout droit l'accusé à la torture et au bûcher à partir de la fin du XVe siècle. Cet engrenage infernal passe au XIIIe siècle par l'autorité de Thomas d'Aquin, un des plus grands intellectuels de son temps,
qui forge la notion de pacte volontaire et fait du sorcier et de la sorcière un suppôt de Satan capable d'infliger réellement le mal. Débute alors la fabrique des stéréotypes déshumanisants dont beaucoup précèdent de longtemps les persécutions. Ces processus sont repérables à l'égard des dominés et en particulier des esclaves, mais dès le milieu du IXe siècle, ils dénigrent et abaissent le statut social et juridique de l'ensemble des paysans, qu'ils soient libres ou non libres, auxquels les procédures judiciaires réservent désormais les chaînes et le châtiment corporel. Donc la persécution, elle ne naît pas au XIVe ou au XVe siècle, elle alimente en fait un vieux climat de dénigrement de la paysannerie. On sait que l'inégalité principielle entre les trois ordres, théorisée à partir du Xe siècle, a fait de la classe des agriculteurs le nourricier des clercs et des combattants. Le pavement, écrit Honoré d'Autun au XIIe siècle, dans sa description des éléments architecturaux d'une église, foulé aux pieds, représente le vulgaire qui nourrit l'église par son travail et sa fatigue. Fin de citation. Au regard des élites médiévales et modernes, le paysan est littéralement dépourvu de parole, c'est-à-dire de la faculté d'exprimer et de communiquer. C'est l'un des arguments qui l'exclut des droits politiques dans les républiques urbaines de l'Italie, dont l'approvisionnement alimentaire repose sur la domination des environs, de ce qu'on appelle en italien le contado, qui a donné le mot qui désigne les paysans en italien, contadini. La peur ressentie par les possédants devant la montée des résistances et des révolutions paysannes accélère au XIVe et au XVe siècle une bestialisation qui sert de justification à la violence. Il faut tailler les paysans comme on le fait des arbres pour les rendre plus fertiles. Et tous les 50 ans, dévaster ou brûler leurs biens, écrit au XVe siècle le chanoine zurichois Emmerlich. Le rustre y est décrit comme un monstre bestial, difforme et stupide, je cite, ressemblant plus à un âne qu'à un être humain. On peut observer dans ces polémiques des phénomènes que la théorie sociale critique qualifie d'intersectionnalité. Sur la base du patriarcat et de la misogynie cléricale, les paysannes font l'objet d'une double stigmatisation dans un processus qui va jouer un rôle essentiel dans la définition de la sorcellerie diabolique, comme principalement féminine, à partir de la seconde moitié du XVe siècle. L'hostilité à un outgroup est porteuse de justifications idéales qui possèdent de nombreux traits en commun. Une définition dogmatique des critères d'exclusion mêlant justification idéologique et cliché. La transposition d'une opposition entre le bien et le mal en une opposition entre le bon et le méchant, selon la formule de Nietzsche. Un passage de l'humain à l'inhumain et l'impossibilité pour les membres de l'outgroup de se racheter. Comme Caroline Ginzburg l'a montré, le mythe du sabbat des sorciers et des sorcières est l'objet d'une construction savante élaborée par les tenants de la persécution. Pas seulement des clercs d'ailleurs, mais également des juges civils, entre 1430 et 1440. L'accusation comprend l'appartenance à une secte clandestine, l'apostasie, l'hommage rendu aux démons, l'infanticide, le cannibalisme, les réunions et le vol nocturne. On retrouve tous les poncifs de la rumeur complotiste, que ce soit les meurtres de la Champidonnière ou l'affaire du Trou, on a eu droit à tout ça, qui n'empêchait évidemment pas l'horreur des crimes qui avaient été commis. À partir de 1375, la proportion des hommes et des femmes dans les victimes des procès s'est inversée. Dorénavant, c'est une majorité de femmes. Avant 1440, verser la grêle était encore une affaire pour les juges et dans l'opinion commune de pouvoir exclusivement masculin sur l'environnement. La magicienne du Haut Moyen-Âge est cuisinière, jardinière, tisserande, guérisseuse ou avorteuse,
connaisseuse de récits traditionnels ou de rumeurs, et ses compétences magiques recoupent principalement l'espace domestique. Elle n'est jamais tempestaire. Au-delà, les accusations de magie du temps concernent principalement des femmes, au point que l'accusation revient dans la majorité des procès de sorcellerie de l'époque moderne. À côté du sabbat et autres calandres d'elle, elle a provoqué des orages, elle a fait tomber la grêle, la pluie est tombée, il y a eu des inondations, tout ça c'est la faute de la sorcière. Pour justifier leur raisonnement, les théoriciens de l'antisorcellerie devaient résoudre un paradoxe qu'on pourrait qualifier de genré, qui mettait la magie du temps aux mains des femmes. Comment est-ce qu'un être futile et impuissant peut provoquer des choses aussi effrayantes? J'aime beaucoup ce témoignage que j'ai repris dans le livre. Dans un dialogue entre un maître et son élève, alors l'élève, il est surnommé Pigler, le paresseux. Vous voyez qui je vise. Celui-ci interroge. Comment se peut-il que des faibles femmes aient le pouvoir effrayant et formidable de déchaîner la tempête? La réponse du maître est argumentée selon les règles de la scolastique, en puissance et souffle dans le réel, la fréquence des orages en montagne, sur des arguments théologiques et sur la fausse logique. Tenant encore à l'idée de l'action divine dans la nature, l'auteur explique que le balai dont les sorcières se servent en le plongeant dans l'eau n'est pas la cause directe de l'intempérie. Il leur sert à communiquer avec le démon pour lui demander de faire tomber la pluie ou la grêle. Avec la permission de Dieu, celui-ci, le démon, a le pouvoir d'agir sur toute chose matérielle. Il pleut ou grêle, donc par l'action du démon, le crime de magie repose donc sur la perte de foi de la sorcière et sa soumission sexuelle et idéologique au démon. Selon l'étymologie livrée par les auteurs du Marteau des sorcières, j'adore celle-là aussi, du Marteau des sorcières, le sinistre best-seller publié par 2 inquisiteurs dominicains en 1487. Femina, femme en latin, vient de feminus, de moins de foi. Car, disent-ils, toujours la femme a et garde moins de foi que l'homme, et que par là, elle est la plus susceptible d'être séduite par le démon. La science antique transmise à l'époque médiévale par l'intermédiaire des encyclopédistes du Haut Moyen-Âge croyait en effet que le nom donné aux êtres et aux choses reflétait leur essence et leur nature profonde. Comme l'antisémitisme idéologique, l'antisorcellerie, même si elle tire une partie de son inspiration d'un fond de croyance populaire, est donc une construction d'intellectuels et de juristes. Ce n'est pas un fatras qui nous semble incroyable et ignoble. Derrière Hitler, il y a Mein Kampf, évidemment, mais il y a aussi des régiments de juristes et de professeurs d'université. Donc, une construction dans ce que Paul Venn a appelé un régime de vérité. Les structures et les processus qui définissent ce qui est considéré comme vrai dans une société à un moment donné. Si vous voulez voir ce que c'est qu'un régime de vérité, vous ouvrez Russia Today et vous avez une reconstitution complète, absolument exhaustive, mais pas du tout stupide ou vulgaire. Celui-ci, le régime de vérité, subsiste tant que le souverain croit, surtout en période de monarchie absolue, qu'il croit dans la réalité de la magie diabolique. Le mythe de la tempestaire n'a pas résisté à l'ordonnance royale de 1682, qui a exclu le crime de magie de l'arsenal judiciaire du Royaume de France. Dans les décennies qui suivent et jusqu'aux traditions folkloriques recueillies au XIXe siècle, le pouvoir de manipuler le temps est revenu sagement aux hommes, les vrais
possesseurs de puissance, aux sorciers et aux curés de village auxquels on s'adresse à nouveau pour repousser la grêle. Dans l'exemple de la persécution des sorcières et des sorciers, je fais passer le livre de mots. Les processus d'explication des intempéries reposent sur l'intentionnalité. La grêle tombe ici parce que quelqu'un l'a méchamment dirigée sur moi et mes terres. Il repose à part égale sur des arguments idéologiques et sur l'élaboration de fictions justificatrices. Comme dans le complotisme actuel, ces narrations mortifères sont très élaborées et reposent sur des mécanismes de causalité indus, agissant secrètement depuis le monde caché. Malgré sa richesse, l'inventaire dressé par Agobard n'avait aucune fin d'exhaustivité. Le procès qu'il fait à la magie du temps renvoie à un certain nombre de croyances qu'on peut analyser efficacement à partir de l'idée d'un univers analogique exposé aujourd'hui par des anthropologues comme Philippe de Sfolla et Tim Ingold. Dans l'Umwelt, le monde dans lequel hommes et femmes vivent leur existence terrestre, et dans le monde caché, tous les êtres vivants sont reliés ensemble, et avec des objets matériels, des esprits et des forces de la nature. Ces interactions ne sont pas uniquement basées sur la relation directe de cause à effet, que les sociétés analogistes connaissent évidemment, mais sur les ressemblances et les correspondances qui tissent la trame des manières d'habiter le monde. Dans les cosmologies indiennes, par exemple, le chasseur remercie la proie pour le sacrifice qu'elle fait en nourrissant la communauté avant de la tuer au moyen d'un trait. Dans un monde analogique, la lecture de l'Umwelt par les hommes et les femmes repose sur les qualités essentielles prêtées à une chose ou à un être vivant. Le tonnerre ou la grêle, par exemple, sont considérés comme des phénomènes inéluctables, mais on peut s'en défendre par un médium, le magicien du temps, ou par un objet ou une plante qui possède par essence le pouvoir de protéger des intempéries. Les choix culturels qui attribuent cette qualité à des végétaux reposent eux aussi sur l'analogie. Une plante connue comme vulnéraire est bonne pour se protéger de la foudre, puisque la blessure est assimilée au feu. Il incombe à l'ethnobotaniste, mais aussi à l'historien, de penser ces enchaînements de causalité qui sont une entrée passionnante dans les relations que les paysannes et les paysans construisaient avec leur environnement. Les épineux, qui étaient utilisés pour écarter les prédateurs des champs et protéger les récoltes, comme l'aubépine, avaient la réputation d'offrir une protection contre l'orage et la grêle. Protection, et puis ressemblance et transfert. Pendant un hiver doux, l'arbuste peut également fleurir hors saison, ce qui en fait un végétal qui semble défier le temps. Ses vertus sont emballées dans des récits chrétiens, la couronne d'épines, un abri pour la Vierge et l'enfant, ou insérées dans des rites analogiques. En temps d'orage, on fera brûler des brins d'aubépine dans le foyer. Songeons, pour repérer aujourd'hui la présence de ces univers de correspondance, à la préférence donnée aux plantes vertes, dont le feuillage est négateur des couleurs de l'hiver pour décorer l'entrée des hôpitaux ou des maisons de retraite. On n'y avait pas pensé. Pour apaiser la tempête marine, le tempestaire du film éponyme de Jean Epstein de 1947 souffle doucement sur la boule de sulfure qui reflète en microcosme la tempête marine. De telles pratiques font écho à l'importance de la loi de similarité en psychologie expérimentale qui est à la base des illusions causales et se nourrit de croyances autoréalisatrices. Les prières d'intercession tiraient leur légitimité de ce biais d'autoconfirmation. En offrant des prières contre la peste ou la tempête au XVIe siècle, l'Église élisabéthaine s'empressait d'ajouter que Dieu, qui agit pour des raisons cachées qui lui sont propres, pouvait refuser la délivrance. Donc parfois ça marchait, parfois ça ne marchait pas. Ce biais cognitif était largement inscrit dans la culture paysanne,
comme le souligne en 1876 un observateur britannique à propos des croix plantées dans les champs de la Bourgogne par ses voisins. La religion, dit-il, est une sorte de précaution qui peut ne pas être utile, mais qu'il est bon de prendre selon le proverbe universellement connu, « Si ça ne fait pas de bien, ça ne fera pas de mal ». Je l'adore aussi. Le même biais explique la complexité des formules et des gestes de conjuration. On voit ça quand on élabore des rituels toujours extrêmement compliqués. S'ils échouent, c'est que le rituel n'aura pas été accompli à la perfection. Il faut donc prendre au sérieux les superstitions. Face aux imaginaires magiques, l'historien européen doit se prémunir contre l'ethnocentrisme et l'imprégnation culturelle qui rangerait la religion des campagnes au-dessous et au-delà des monothéismes dans la catégorie dénigrante de la crédulité populaire. Je dois vous dire que même pour un athée comme moi, c'est très compliqué de traiter de la même manière Saint-Augustin et le tempestaire Dagobert. Pourtant, bon, il s'agit de croyances. On rencontre d'autres biais cognitifs dans les rites chrétiens et hors chrétiens, comme la loi de contagion, selon laquelle tout objet mis en contact avec un autre se charge de son essence et a des effets qui s'exercent malgré le temps et la distance. Pourquoi est-ce que sur eBay, on peut vendre une paire de chaussures d'un grand basketteur plusieurs millions de dollars, sinon parce qu'on a l'impression que si on les met, on sautera plus haut. C'est le principe d'efficacité générale des reliques des saints, et plus trivialement des médailles religieuses, malgré les objections constantes des théologiens, pour lesquelles elles sont des matérialisations indues, quand le chrétien devrait placer avant tout, si pas exclusivement, sa confiance seulement dans la foi et la spiritualité. Les cierges et les Agnus Dei ont cependant connu une immense popularité dans la religiosité d'en bas, qui occupe une place si importante jusqu'au XIXe siècle dans la religion des campagnes. Les paysans font coup double en se passant des prêtres pour façonner en forme de croix des végétaux reconnus par ailleurs pour leur vertu prophylactique à l'égard des intempéries. On surajoute. Ou en les cueillant aux fêtes solsticiales christianisées, tant bien que mal, comme la Saint-Jean d'été. Au-delà d'une magie générique faite de formules, j'ai encore du temps, parce que, oui, bien sûr, comme d'habitude, il est difficile de m'arrêter. Au-delà d'une magie générique faite de formules et de gestes particuliers, les moyens utilisés pour lutter contre les météores se construisaient dans une cosmologie hors chrétienne, selon des schémas de similitude et d'homologie ou de symétrie inversée, en agissant sur les 4 éléments constitutifs de l'univers: la terre, l'eau, l'air et le feu. C'était vrai de la tempête, dont Aristote, dans les météorologiques, avait montré qu'elle résultait de l'eau et de la glace, du feu et du mouvement et du bruit de l'air. Ces affinités entre les aléas et leurs remèdes s'inscrivent dans le thème cosmologique presque universel d'un monde constitué de 3 étages. Le monde terrestre, la Terre, se situe entre un dessus et un dessous, formé par les 3 autres éléments, l'eau, l'air et le feu. Ces croyances permettent de comprendre pourquoi l'être suprême est souvent interprété comme le dieu de la pluie, des tempêtes porteuses de tornades et de la foudre. Ces 3 étages de l'univers sont souvent reliés les uns aux autres par un média, comme un arbre ou une encre, ou par la chute des navigateurs, comme dans l'histoire de Magonia. Dans des variations du thème du bateau de nuages lié au thème de la nef des morts, les marins qui chutent dans le monde terrestre sont entraînés par l'encre ou le harpon qu'ils utilisaient pour pêcher. Sur Terre, ils sont menacés de se noyer. Dans la forêt de Brocéliande, vous voyez, Chrétien 3, l'eau de la fontaine de Barenton a la particularité de pouvoir provoquer des tempêtes. Répandue sur une pierre creuse par le chevalier Calogrenant, elle provoque un orage tel que, de plus de 14 points, les éclairs lui frappent les yeux et les nuages jettent pêle-mêle de la neige, de la pluie et de la grêle. La fontaine met en branle les 4 éléments.
l'eau de la pluie, de la neige et de la grêle, le feu de la foudre et l'air du vent, auquel est associé l'écroulement de la terre. Pressé et guidé par les questions des inquisiteurs, des sorcières le confessaient comment elles pensaient pouvoir faire tomber la grêle en agitant l'eau d'un bassin avec le doigt ou avec une baguette. Les lacs de montagne ont également la propriété d'attirer et d'apaiser, inversion, les orages. Les tempestaires repoussaient ou attiraient les orages en utilisant des mots et les gestes du vent. On revient à la lecture minutieuse d'Agobard. D'après Agobard, le souffle des vents porteurs de tempêtes était appelé un vent levé. Le tempestaire le soulève, l'attire ou le repousse par une gestuelle qui explique qu'il soit également nommé en latin émissor, celui qui jette, celui qui lance. Le geste est accompagné du chant et des paroles porteuses de puissance magique, comme dans le latin incantator, le français l'enchanteur. Nous retrouverons la musique dans un instant avec le thème du bruit qui protège. Si la foudre peut générer un riche éventail de relations analogiques, les croyances dans l'efficacité du feu contre les tempêtes sont principalement attestées par des sources tardives. Pour la première fois au XIVe siècle, la bûche brûlée durant la nuit de Noël est placée dans les vignes et sert à scier les 4 angles et la porte de la maison. D'autres objets à feu, comme la crémaillère ou un chaudron renversé, jouent le même rôle protecteur, tout comme les silex taillés, qui sont interprétés depuis l'Antiquité comme des pierres de foudre. D'autres objets forgés par le feu sont également utilisés, comme une faucille, une épée ou tout instrument tranché pour détruire, en les découpant littéralement, la force de l'orage en coupant les nuages. Comme le voulait une tradition scientifique héritée de l'Antiquité, l'air produit le son. L'air du dessous, croyait-on, était la cause des tremblements de terre. En s'échappant de la terre, il produisait le mugissement ou le grondement caractéristique des séismes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un séisme, ça ressemble au bruit d'un métro. La voix, explique Isidore de Séville au 7e siècle, est de l'air percuté. Ces savoirs permettent de comprendre pourquoi toutes sortes de sonorités, de la voix humaine au vacarme, produit par des instruments à vent ou des percussions, avaient la réputation d'agir contre les météores. Ces moyens analogiques, bruit contre bruit, sont de puissants vecteurs de solidarité et d'action collective quand toute la population d'un village s'unit par les cris ou par le vacarme. Dans notre quête des imaginaires paysans, ces performances démontrent comment l'action collective s'exprime par des formes culturelles autonomes qui résistent à l'hégémonie culturelle des élites. La christianisation réagit par substitution, remplacer par exemple des répétitions vocales par des psalmodies ou des litanies, sans parvenir à modifier radicalement la forme de ces performances et à réduire leur spontanéité. L'analogie entre le vacarme et le charivari est celle de la rupture d'un ordre établi. Le charivari se dresse contre la rupture d'ordre sociologique des mariages non conformes aux bonnes règles, le bruit du vacarme contre la rupture d'un ordre cosmologique. Dans le domaine de l'air et du son protecteur, corps, cornes et trompettes étaient également considérés comme de puissants médias paragrènes et mis en scène comme tels dans des genres littéraires appartenant plutôt à la haute culture, chansons de gestes, fables, livres des merveilles. Parce qu'il est en même temps un marqueur de distinction aristocratique, à penser au corps de Roland, le corps du seigneur laïque protège son territoire sonore contre le chaos et sert de signe de dépendance. Encore une de ces anecdotes de détail, guidé par un jongleur durant son expédition contre le roi des Lombards, Charlemagne l'aurait récompensé en lui donnant en seigneurie tout l'espace dans lequel il pourrait faire entendre son corps. Mais l'instrument le plus répandu comme bruit paragrèle
est évidemment la cloche d'église. Celle-ci se répand en Occident pour les besoins de la liturgie à partir des 4e, 5e siècles. Avec les progrès de la fonderie et de l'architecture, la tour-clocher devient un point de repère fondamental du paysage des villes et des campagnes à partir du XIIe siècle. Les sons retentissants appellent les fidèles, découvrent les armées des ennemis et toutes les ruses du démon et chassent au loin le fracas des oranges, la tempête et les ouragans, dit un commentateur du XIVe siècle. La voix puissante de la cloche d'orage est réputée jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, quand on s'avise que de nombreux sonneurs périssent foudroyés. Ce n'est pas le meilleur endroit à entendre que de tirer avec un gros objet métallique en dessous. Donc, la voix puissante de cette cloche d'orage, lorsqu'elle sonne la première, a la capacité de renvoyer les nuées vers les paroisses voisines. Ça ne tombe pas ici, ça tombera ailleurs. Malgré les objections théologiques jusqu'au XIXe siècle, la magie chrétienne des cloches revendique des pouvoirs prophylactiques, généraux et un territoire sonore qui épouse la géographie des paroisses. En analysant, j'ai presque fini, je crois. Oui, oui, vraiment. En analysant les fondements cognitifs de croyances environnementales, j'essaie de le justifier évidemment mon enquête, l'historien apprend à les prendre au sérieux et à considérer les externalités positives ou négatives des imaginaires et des performances construites sur elles. Positives, en tout cas de mon point de vue, quand les villageois apprennent à agir ensemble et affirment leur autonomie en se cotisant pour salariés intempestaires ou font chorus pour rappeler la lune durant une éclipse. Les légendes reposent sur une part d'empirisme. Penser la tempête comme un bateau de nuages permet de repérer par leur forme les cumulonimbus et de gagner du temps, le temps nécessaire pour mettre à l'abri humains et animaux d'élevage. La psychologie expérimentale a démontré empiriquement les effets apaisants des rituels, quels qu'ils soient, comme inhibiteurs du stress. Ça va du doudou à l'exorcisme catholique. Ces fictions, lorsqu'elles utilisent les causalités indues et les intentionnalités qui font la base des théories du complot, sont également de puissants facteurs sociaux négatifs qui construisent les mécanismes d'exclusion et de persécution. Sur ce point particulier, il est important de distinguer les bouffées de violence qui servent d'exutoire en période de stress collectif de la constitution de sociétés persécutoires, amour, qui impliquent collectivement les pouvoirs civils et religieux en élaborant sciemment des fictions et des scénarios judiciaires qui permettent d'exclure du champ politique et social minorités, classes ou genres dangereux pour mieux les isoler du reste du corps social et les détruire. Je voudrais conclure sur la responsabilité sociale des historiens. On est là pour discuter aussi de ce genre de choses. Au pays de Big Brother, ou de la contrefactualité, l'historien peut-il assister passivement à la falsification de l'histoire et de la réalité objective? La survie écologique d'une espèce dépend de sa capacité à appréhender le monde avec un certain réalisme, en pratiquant un empirisme de l'action. Le changement climatique en cours met en question le paradigme prométhéen, né au XIXe siècle, dans sa capacité à persuader et à convaincre le public du réel objectif. La science n'agit plus politiquement et socialement comme source de vérité et d'autorité, et les scientifiques ont perdu le rôle que leur avait donné la révolution pastorienne. La rationalité se heurte au rejet des démonstrations fondées sur l'empirisme et à la popularité des croyances basées sur les causalités indues et les intentions dissimulées dans le monde caché. La psychologie expérimentale a montré que cette base d'irrationalité repose sur des pieds cognitifs puissants qu'on aurait tort d'ignorer, de mépriser ou de sous-estimer.
loi de contagion et de similitude, essentialisme psychologique. Hein, tous les sont des. Ça, c'est typiquement de l'essentialisme psychologique. Hein, tous les, vous complétez, sont des, vous complétez. Illusion causale et illusion de contrôle, intentionnalité. Les débats contemporains sur l'autorité des faits scientifiques soulignent le danger du relativisme, le scepticisme généralisé produit des croyances dangereuses et ou stupides. Douter de tout conduit à croire à n'importe quoi, comme le démontre le climato-scepticisme ou les dérives et les fractures croissantes de la société états-unienne contemporaine. Quelles leçons tirer de ce voyage dans l'arrière-pays des imaginaires paysans? La micro-histoire aide, au moyen d'une analyse extraordinairement minutieuse de phénomènes circonscrits, à surmonter un triple obstacle. L'impertinence du sujet, la vision du monde d'un paysan, la taille d'un grelon, celle d'un colonisé, d'une femme, d'un marginal, la rareté des sources et l'absence de modèles historiographiques. On n'écrit pas l'histoire, ou on n'écrivait pas l'histoire comme ça. À l'opposé de la science sociale analytique qui tend à démystifier l'idéologie et à désenchanter le monde, cette tradition herméneutique apporte un soin passionné aux détails en vue de comprendre la diversité des mondes vécus. Elle produit ce que Vito Fumagalli appelait des histoires affectives. La science, comme les valeurs démocratiques, ne l'emporte pas spontanément sur l'exclusion, le déni et l'irrationalité. Je vous fais circuler des livres qui ont compté pour moi, vous l'aurez compris. J'ai toujours pensé, écrivait Marc Bloch, dans l'introduction de L'étrange défaite en 1940, qu'un historien a pour premier devoir de s'intéresser, entre guillemets, à la vie. Il nous revient aujourd'hui de faire émerger des narrations positives et de combattre sans répit les fictions et les pulsions mortifères. Ces objectifs ne sont pas propres à l'historien, bien qu'il soit expert dans le déshabillage de la falsification. La science, comme valeur dans une société démocratique, rend nécessaire d'exposer, de traduire les résultats de la recherche dans l'opinion publique et dans la fabrique de la loi et de la politique. Elle souligne, et ce sera mon dernier mot, l'importance cruciale de l'école et de l'éducation de tous et de toutes comme lieu d'éveil et de développement de l'esprit critique. Je vous en fais passer encore un comme aliment pour la route. James C. Scott. Merci Jean-Pierre pour cet exposé d'abord très pédagogique, parce que l'ouvrage, pour l'avoir lu pendant son élaboration, est quand même un ouvrage extrêmement dense et complexe. Et donc tu as réussi à le rendre de manière vraiment lumineuse, je trouve. C'était particulièrement accessible, ce qui n'est pas nécessairement évident. C'était aussi l'occasion de t'entendre de manière encore plus directement engagée, parce que c'est certes présent de manière assez explicite, en tout cas en filigrane de l'ouvrage, mais avec le ton historien quand même qui convient dans ce genre d'exercice. Et donc ici, les choses sont dites de manière nettement plus tranchée, plus tranchante. Pas le masque. C'est clair. C'est tout à fait clair. Alors, quand j'avais lu l'ouvrage, mais ça m'a encore un peu frappé aujourd'hui, mais peut-être un peu moins, par contre, ce qui m'avait un peu désarçonné, puisque j'ai l'habitude de lire des travaux qui sont, entre guillemets, plus classiques, et même La nature et le roi, même s'il présente effectivement, comme l'a dit Nicolas, des avancées méthodologiques, un ton peut-être plus classique dans certaines de ses préoccupations de la méthodologie, avec évidemment déjà l'intégration de données, par exemple, paléoclimatiques ou des paléosciences, donc il y avait cette espèce d'approche méthodologique qui est présente. Mais ici, j'ai senti quelque chose de, pourrait-on dire, encore plus expérimental et audacieux qui tient à la nature du matériau,
et qui a provoqué chez moi une certaine fascination et en même temps des questions évidemment de méthodologie que je t'avais répercutées d'ailleurs de manière abondante en te lisant. C'est que la volonté de donner la parole à des personnes qui sont dans un état dans une position subalterne, comme tu l'as dit, bute sur l'écueil des sources, puisque ceux-ci ne sont pas producteurs de discours, et que ce discours, par ailleurs, y compris dans la bouche d'ailleurs, ou sous la plume d'Anna Goba, est répercuté finalement par des gens qui les surplombent d'une façon ou d'une autre. Et dès lors, comme tu es confronté à un matériau qui est rare, pour le dire autrement, tu as puisé, comme tu le faisais déjà dans d'autres travaux, déjà dans Puissant et Misérable, la sociologie historique ou l'anthropologie occupe une place incontestable. C'était déjà présent dans le premier volume que Nicolas a présenté, le manuel de chez Belin, avec toutefois le fait que, là c'était plutôt sur les questions du don-échange, par exemple, on trouvait l'anthropologie. Et ce qui m'avait saisi ici, c'est qu'il y avait une extension de la puissance évocatrice de la comparaison, alors non seulement en empruntant à l'anthropologie, mais même dans la diachronie, parfois, tu étais en quelque sorte confronté à des sociétés paysannes que tu étudies sur le long cours, et donc tu t'emparais tantôt, alors je n'ai plus les dates précises, mais j'en ai recherché dans l'ouvrage, mais d'une légende ou du folklore que l'on peut retrouver, par exemple, dans les milieux montagneux à la fin de l'époque moderne. Il y avait des éléments qui étaient empruntés, effectivement, à une chanson de geste, par exemple. Bref, autant d'éléments qui sont entre guillemets, disparates, qui posent une vraie question, parce qu'on peut évidemment penser que tout ça est très évocateur, parce qu'il y a des résonances au-delà des siècles, et des espaces entre telle société rurale et telle société rurale. Mais le problème, comme tu l'as dit, c'est que nous avons été formés, comme toi, à une méthode, entre guillemets, positiviste ou rigoureuse qui cherche à analyser les textes et à les situer de manière précise. Et là, en même temps, on se retrouve face à une espèce d'éclatement de force, parce qu'on est contraint par la chose, de l'enquête, qui pourrait donner à penser, et je suis convaincu pourtant que la démonstration est très rigoureuse et convaincante, et j'ai été emporté par le souffle du texte, que la société paysanne serait une société, entre guillemets, sans histoire ou immobile, parce qu'on va chercher des éléments qui font, par définition, fi de la possible évolution historique, si vraiment on va chercher des éléments de la modernité que l'on confond, par exemple, à l'époque carolingienne. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est désarçonnant par rapport à notre pratique, mais qui, en même temps, est rendu, je le comprends très bien, indispensable par la nature du matériau. C'est une première remarque peut-être sur laquelle tu pourras peut-être revenir au niveau méthodologique pour les étudiants, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est sans doute parce que je suis marié à une professeure de psychologie, mais j'ai toujours été attentif à cette question, et c'est quelque chose qui est déjà revenu dans nos discussions à plusieurs reprises, la capacité de caractériser dans le temps la manière de penser, ou les prismes cognitifs, pourrait-on dire, d'individus à travers l'histoire. Puisqu'on sait qu'il y a eu dans les années 60, au siècle passé, un autre courant qui contestait la validité des modèles psychologiques occidentaux dans l'espace, en tout cas parce qu'il y a des différences culturelles dans le monde contemporain qu'on appelait l'ethnopsychiatrie. C'est l'idée qu'on ne peut pas utiliser les concepts de la psychologie ou de la psychiatrie de manière indifférenciée pour qualifier par exemple des sociétés lointaines qui fonctionnent selon d'autres modèles. Alors, si on refuse la domination de la psychologie ou de la psychiatrie comme une production occidentale brutalisante, peut-on l'utiliser de manière diachronique, là aussi, comme étant un élément éclairant? Et c'est un vrai débat, par exemple, chez les spécialistes d'histoire des émotions, comme Lamia Bocquet, Pirosh Kanagi et d'autres. Comment est-ce qu'on doit lire les émotions des gens qui s'expriment dans les textes médiévaux? On se pose aussi une question. Alors, la première, peut-être, réflexion méthodologique, là, pour entendre un petit peu ta perception de ce que je viens
te dire. Face à des phénomènes discrets, au sens physique du mot, ou mathématiques, et par conséquent très difficiles à étudier, on ne peut pas faire l'économie d'une certaine forme d'essentialisation et de figement du temps. Bon. Je me place sous la protection de Max Weber, évidemment, et de ces idéal types, en disant bien que la différence entre une pensée comme celle-là et une pensée dogmatique, c'est qu'une fois l'idéal type construit, il est immédiatement mis à l'épreuve des faits. Et donc, j'ai toujours souhaité que mes livres fassent l'objet d'une démolition systématique, parce que ça montrerait qu'ils ont été pris au sérieux et qu'ils peuvent faire progresser les connaissances. Bon, bien sûr, il y a un côté Sherlock Holmes, quand Guillaume de Baskerville arrive à l'abbaye avec son élève, Atso, il dit, ah tiens, le cheval de l'abbé, le cheval blanc de l'abbé est passé par ce chemin il y a peu de temps, juste après la pluie. Atso ouvre, il dit, mais comment, comme Watson, comment est-ce que vous pouvez arriver par cette obsession du détail qui a un côté évidemment un peu entomologique, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui va sortir de ça? Un fatras folklorique ou un début de construction idéologique. Et c'est vrai que je crois que le monde paysan ne cesse de changer, évidemment. Mais ça n'empêche, et c'est pour ça que j'ai fait passer le livre de Scott sur les armes des faibles, qu'il existe un certain nombre de récurrences, alors qui dépassent quand même l'Europe, puisque l'article séminal de Scott sur les armes des faibles, c'est une comparaison entre la zakat, c'est-à-dire l'impôt musulman dans les Indes ou au Pakistan, je ne sais plus exactement, et la dîme médiévale. Imaginez les cris d'horreur que peuvent pousser les historiens traditionnels face à ce type de comparaison. Donc il y a une possibilité de déplacer, me semble-t-il, d'argumenter contre le procès, évidemment, en ethnocentrisme, qui consisterait à dire, non seulement, bon, vous parlez dans un temps qui est un temps inexistant, puisqu'il est permanent, il n'a pas de flux, et puis vous parlez du point de vue de l'occidental, et bien entendu, je ne pense pas, je me suis contenté des imaginaires des paysans en Occident. Je ne dis pas que la grêle et le tonnerre sont considérés de la même manière au Guatemala ou au Kerala. Alors la deuxième remarque, elle me semble un peu, sur la question évidemment de l'ethnopsychiatrie et du caractère ethnocentrique de la psychiatrie occidentale, elle me semble un peu dépassée. D'une part, la psychologie expérimentale. Bon, on peut penser ce qu'on pense de cette discipline typiquement américaine qui consiste à mettre des sujets dans une situation donnée et puis à observer comment elles réagissent. Ripoll raconte qu'il y a un prof aux États-Unis qui teste la relation des étudiants à leurs parents sur leur capacité à lire un texte où il est écrit « Je veux que mes parents meurent ». Ça n'a évidemment, sauf si on prend au sérieux l'intentionnalité et l'essence de la parole, « Je veux que mes parents meurent » ne signifie rien. Bon. L'autre élément, c'est quand même les neurosciences cognitives. On peut penser que c'est aussi une science occidentale. Moi, je ne le pense pas parce que je suis un rationaliste scientifique qui permettent quand même de visualiser un certain nombre de phénomènes. Bon, je pense au Benananti, qui croit qu'il s'envole pour lutter contre des méchants sorciers et ramener le printemps, ou au sabbat des sorcières. On analyse aujourd'hui ce qu'on appelle les
ici, hein, donc les expériences extracorporelles qui arrivent souvent dans le sommeil et qui amènent le sujet à penser qu'il sort de son corps, soit dans des expériences de mort immédiate, soit dans des expériences de vol, qui se terminent d'ailleurs, chez moi en tout cas, ça se termine toujours de la même manière, à un moment donné, je tombe. Donc là, on peut mesurer, on peut même aujourd'hui situer dans quelle zone du cerveau, et donc ça me semble un excellent moyen de relecture, alors qui n'est plus ethnographique, qui n'est plus anthropologique, d'un certain nombre de sensations, de nouveau qu'on est obligé de prendre au sérieux. Alors peut-être que tous les Vedananti ne vivaient pas des expériences extracorporelles, mais sans doute le fait que certains en vivaient et le racontaient à d'autres favorisait la construction de cette fiction. Il faut bien le dire, c'est une fiction, enfin une fiction non, c'est bien réel parce que c'est neurologique, mais l'expérience est fictive et entrer alors dans des constructions culturelles. C'est ça qui me passionne en fait dans la démarche que j'ai entreprise quand même avec beaucoup, pas de prudence, d'anxiété, parce que en général je n'entre pas dans ces domaines. Mais j'ai trouvé que c'était quand je disais tantôt, c'était vraiment audacieux quand je l'ai lu. Et c'est le livre le plus audacieux que tu as écrit, ça sans aucun doute. Sans aucun doute. Mais pour rebondir là-dessus... Attends, oserais-je dire que de livre en livre, j'ai le sensation... Tu as le sentiment de lire, oui. Voilà. Je ne vais plus mettre la honte à mon université si on trouve que ce que j'écris n'a pas de sens. C'est libératoire. Mais ce que je voulais dire par rapport à ce que tu viens de dire, en discutant justement avec une psychologue en particulier, on t'explique bien alors que les sciences cognitives effectivement permettent à la fois d'objectiver des phénomènes, mais en même temps à des reproches qu'il leur fait régulièrement. Donc c'est d'abord que les contextes d'expérimentation sont quand même sont parfois entre guillemets peu écologiques comme il le dit, c'est-à-dire que précisément lorsque vous mettez un sujet face à des points lumineux dans un laboratoire où on isole des phénomènes complexes que l'on décompose en items qui sont construits en séquence, on n'est plus dans un environnement complexe parce que évidemment le scientifique veut identifier un phénomène et donc est obligé de le séparer des autres, mais dès lors que le problème c'est qu'on n'a pas toute cette dimension entre guillemets de complexité de l'environnement où on a tellement d'interactions entre les phénomènes que ça provoque un environnement différent. Et donc la question de l'applicabilité des modèles, bien entendu, je ne pense pas que les mécanismes de branchement cervicaux, si j'ose dire, et du fonctionnement du cerveau soient différents pour les périodes antérieures, mais il est évident que le cerveau est une chose plastique. Ce qui est fascinant aussi, c'est d'imaginer, mais là, on n'en est pas là, de voir comment ces interactions peuvent se produire dans un environnement qui est socialement tout à fait différent, avec des croyances différentes, avec un espace qui est qui crée finalement un contexte dans lequel l'activité cognitive, la perception et la rétro-réflexion sur les phénomènes que l'on a perçus ou imaginés est différente. Ça nous amène dans des espaces un peu expérimentaux. C'est une petite chose que j'avais évoquée à la fin d'un article que j'avais rédigé sur l'espace, à la suite justement des réflexions sur l'espace, par exemple, des politiques et la manière dont le cerveau traite les informations et la spatialisation. Et c'est un terrain très expérimental, mais qui est aussi investigué par des antiquistes, par exemple, qui réfléchissent à la manière dont l'espace pouvait être perçu et conçu dans un monde qui était tout à fait différent. De manière plus médiévistique, classique et technique, quelque chose que tu as moins évoqué dans ton ouvrage, c'est les saints qui font pleuvoir, par exemple, qui sont très fréquents, en fait, aussi. Et donc, c'est l'autre aspect. Notamment, alors, tu as fait un sort aux fameuses litanies, rogations et aux notations traditionnelles dans l'ouvrage, si je me rappelle bien, qui faisait remonter très haut la tradition post-Grégoire le Grand, l'instauration des litanies et des rogations dans les campagnes. Quelque chose qu'on retrouve quand même régulièrement, y compris d'ailleurs, j'avais retrouvé un petit article avec tous les dictons dans le monde rural
qui lie la survenance de telle ou telle condition climatique favorable ou pas favorable. Alors, sans parler des dessins de glace, par exemple, que vous connaissez aussi, mais il y a tout ce qui peut lier la perspective de récolte favorable au culte de tel saint. Tu considères, je suppose de manière assez classique, que c'est une espèce de réintégration de ces croyances Non, c'est hors sujet pour moi. C'est hors sujet parce que c'est l'environnement, parce que c'est l'encadrement. Non, parce que j'ai dépouillé la patrologie, les acta sanctorum de façon, je crois, quasi exhaustive et paranoïaque, et que mon sujet, la grêle et le tonnerre, il n'y a rien. Il n'y a pas de saint. Il n'y a pas de saint. D'ailleurs, Agobard fait une réflexion extraordinairement intéressante quand il parle des salaires versés aux tempestaires par les paysans. Il dit, alors que vous connaissez souvent la sécheresse, vous ne faites jamais appel à eux. Et donc à ce moment-là, je fais un petit commentaire qui peut passer inaperçu sur le fait que ce sont en fait des registres de relations à l'environnement qui sont différents. La sécheresse, l'excès de pluie, on est du domaine de l'agroécologie. Oui. On est dans le domaine de grandes croyances qui réconcilient la totalité de l'environnement. Et donc forcément, je pense au IXe siècle, on est dans un domaine où la christianisation a déjà pas mal progressé. En tout cas, déjà, il y a aussi cet opportunisme des paysans qui vont choisir à qui ils font appel pour résoudre un problème. Or, et ça je ne l'ai découvert, je dois l'avouer, qu'en écrivant le livre, la grêle est vraiment un phénomène météorologique tout à fait particulier. La sécheresse, il n'y a pas une sécheresse qui touche un champ et pas le champ du voisin, un village et pas le village du voisin. C'est un phénomène régional ou multilocal. La pluie, même les tornades à la limite, il y a des couloirs de tempête. La grêle, c'est local. C'est imprévisible. On ne peut rien faire contre. C'est soudain aussi. C'est soudain. Oui. Et en une fois, tout ce qu'on avait est détruit. Soit parce qu'on est arboriculteur et que sur les arbres fruitiers, au mois de mars, une gelée tardive a brûlé tous les bourgeons, ça pourrait arriver cette année-ci, soit parce qu'au moment où, juste avant la vendange, paf, la grêle arrive, et les viticulteurs savent très bien qu'il n'y a rien d'efficace. Alors, les technoclimatistes pensent que si on va avec un avion et qu'on projette des sulfures d'argent, on empêche la formation des nuages de tempêtes et d'orages, mais c'est probablement une illusion technophile. Et j'allais relever, pour justifier le fait que moi je travaille jusqu'au XXe siècle dans un sujet pareil. Il y a un vigneron qui est interrogé et qui dit, vous savez, moi je tire des fusées d'orage, je sais que ça ne sert à rien, mais si je ne les tire pas et que le vignoble voisin est détruit, mon voisin dira que je l'ai fait exprès et que je suis le responsable. On voit bien comment les mécanismes de l'intentionnalité sont renversés ici. Je le fais, ça ne sert à rien, mais il faut le faire, même si ça coûte de l'argent. Je reviens au reproche de fixisme. C'est très intéressant parce que moi y compris, c'est le reproche qu'on fait à Carlo Ginzburg. C'est pas un reproche en soi. Dans son grand livre qui s'intitule Le sabbat des sorcières, on a le vertige devant l'utilisation, notamment de l'ethnologie, du chamanisme sibérien, et on a l'impression qu'il y a des chamans partout. On peut penser que Ginzburg va au-delà, mais quel service il a rendu à la science dans tous ses ouvrages, y compris dans celui-là, en montrant comment on pouvait trouver les chemins de traverse. Et Ginzburg, il s'intéresse à tout. Face à la répression extrêmement violente
de l'ultra-gauche italienne, et notamment au procès Soffri. Il a fait un petit livre que je vous conseille, Le juge et l'historien, qui montre comment, en fait, dans un procès en terrorisme d'ultra-gauche, c'est les questions du juge qui conditionnent ou devraient conditionner les réponses. Comme aujourd'hui, hein, les djihadistes d'hier, c'est pas spontanément qu'ils répondent « Ah oui, on allait vers la frontière ukrainienne, et d'ailleurs on nous avait, etc. » C'est le juge qui... Et ça, je pense, c'est vraiment un apport fondamental, bon, y compris dans le jardin des modernistes qui n'aimeront peut-être pas ça, qui parfois ont tendance à trop prendre au sérieux la documentation qui est produite par les élites, comme si elle était porteuse d'un minimum de vérité. Et il n'y a pas que. Parce que vous savez très bien que les ultra-féministes, pensez à Mona Chollet, font, et moi ça me dégoûte profondément, excusez-moi, font leur commerce de la soi-disant puissance invaincue des femmes. Et font des sorcières, non pas des malheureuses victimes, parce que la plupart sont des vieilles femmes laides, toutes seules, qui servent d'exutoire, mais des espèces de chevaliers blancs qui posséderaient des mots. Et donc ça, le culte de la Wicca, et aujourd'hui, ça me semble beaucoup moins fructueux que d'expliquer pourquoi les gens sont persécutés. Hier, les sorcières, demain, peut-être nous-mêmes, aujourd'hui, les immigrants, Au-delà de la dimension engagée, ce dont tu fais l'éloge, en fait, c'est de la créativité qu'impose la carence documentaire, finalement. C'est d'une certaine façon, en montrant que l'abondance, parfois, aussi, empêche de voir certaines choses. Parce que quand tu faisais une critique des modernistes, c'est parce qu'ils ont du matériau, évidemment, beaucoup plus dense, encore que pour qualifier le vécu campagnard, c'est parfois plus compliqué. Mais donc c'est la manière dont finalement on arrive à mobiliser une forme de créativité pour arriver à malgré tout faire parler des groupes. Et donc ce que tu dis... Ça ne veut pas dire que les modernistes ne font pas des choses extrêmement sérieuses, notamment dans l'étude de la corrélation entre les épisodes de sorcellerie et les problèmes climatiques. Bon, le 16e, 17e siècle, on est dans le petit âge glaciaire. Bon, d'un côté, on a un Allemand qui a fait beaucoup d'argent en disant la sorcellerie, c'est le climat. De l'autre côté, il y a des thèses extrêmement précises, notamment une sur Nancy, qui montre en fait qu'il n'y a pas de corrélation entre les bouffées persécutoires dans les campagnes qui viennent de la ville ou des bourgades et des magistrats et des épisodes météorologiques. Que c'est plutôt, quand on va gratter, des problèmes sociaux et politiques. Que par exemple, pour un petit juge, faire condamner la sorcière, c'est revendiquer sa position de juriste par rapport à l'absolutisme royal qui a tendance à confisquer le pouvoir judiciaire aux autorités locales. Donc en fait, tout est toujours plus compliqué. Et que si on veut montrer que tout est plus compliqué, il faut aller dans les détails. Sinon, on n'est pas un bon lecteur de Sherlock Holmes. Si à la première page, comme chez Agatha Christie, on a déjà plus ou moins compris tout. Alors, y a-t-il des questions, des remarques? Est-ce que vous avez la possibilité ici d'interagir avec une personne importante? J'aimerais bien. Parce que bon, Alexis, je le connais. Bien sûr, on a déjà discuté tout ça complètement. Mais... Alors, est-ce que vous avez des remarques ou des questions? N'hésitez pas. Des questions plus ponctuelles aussi. Oui? Une question qui est peut-être un peu bête. Non, il n'y a pas de question. Juste météorologiquement, on a encore de la grêle ici. Je vois mal comment de la grêle, ça peut détruire tout un champ. Du coup, est-ce que c'est plus le même type de grêle? Je vois mal comment un champ complet peut être complètement détruit par la grêle. Vous allez sur Internet pour rentrer grêle, vignoble, et vous regardez. Et les vignobles, c'est établi dans la Bourgogne. Ce qui est intéressant, et que vous trouverez dans le livre aussi,
à partir du XVIIe siècle, les communautés commencent à considérer l'État comme réparateur et s'adressent dans un premier temps pour obtenir des remises d'impôts. En disant, voilà, on doit payer la gabelle, la ceci, la cela, on ne peut pas payer parce que tout est... Et on commence à avoir des relevés précis par les intendants, donc déjà au XVIIIe siècle. Et alors, quand commencent les assurances contre les dégâts, la grêle, évidemment, est un sujet tout à fait incontournable, notamment en Suisse, dans le sud de l'Allemagne. Et on voit qu'il y a des calculs actuariels pour regarder le risque, la fréquence. Donc on sait que, de nouveau, j'ai trouvé ça dans des rapports de préfets, notamment français, qui vont à demande aux maires des villages quelle a été l'importance des destructions, etc. C'est ça qui m'a amené tantôt à parler d'un phénomène mémoriel. Donc, dans les endroits les plus exposés, c'est une année sur 10, on a vraiment une destruction complète. Si vous lisez par exemple, La Terre d'Émile Zola, si vous lisez La Terre d'Émile Zola, bon, vous allez sur Internet pour aller plus vite si vous ne voulez pas lire tout le livre. Il y a un passage sur ce que les vieux racontent de la grêle qui a détruit une vallée. Donc c'est des phénomènes vraiment intenses. Et on a, à partir du XIIIe, XIVe siècle, chez les chroniqueurs, des descriptions qui disent, voilà, en telle ville, toutes les vitres des maisons ont été cassées, les arbres ont été détruits, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un phénomène extrême. Donc, si vous regardez le journal, comme la plupart des phénomènes météorologiques exceptionnels, les inondations, des choses comme ça, ça a une potentialité de destruction terrible. Et évidemment, de nouveau, en période aujourd'hui de changement climatique, donc on sait que ces phénomènes vont devenir de plus en plus fréquents. Ça donne une actualité. Voilà. Oui, on a vraiment l'impression qu'il ne reste plus rien. D'où aller, c'est des gens, c'est les marchands de Magonia qui sont venus, qui ont acheté ça au Tempest. Donc tu as vraiment labouré, manifestement, dans tous les sens. Je n'écris pas dans mes livres. Bon, on n'a pas été directeur de bibliothèque pendant longtemps. Donc j'utilise des fins très au crayon et puis des post-it un peu partout. D'autres questions? Remarques? Non, Nicolas? Tu n'as rien non plus? Si, plein, mais moi j'ai Jean-Pierre sous la main en permanence. Je laisse. Non, pas de questions même. Parce que moi j'ai assez parlé. Pourtant, bon, justifié, c'est un livre qui n'est pas écrit pour mes collègues. C'est un livre qui est écrit pour les étudiants, comme les livres précédents. Il est suffisamment secouant pour justement secouer aussi les collègues. Tu dis? Il est suffisamment secouant pour secouer les collègues, je trouve. J'ai une question, mais elle est complètement pour un autre livre, donc pour les pauvres et les puissants. Les puissants et les misérables. Voilà. C'était une question pour la place de la charité dans les entités monastiques. En fait, au niveau du don contre don, on voit qu'il y a surtout une symbolique avec Marcel Proust pour Marcel Mauss qui est vraiment sur une économie donc, du capitaliste à une économie de don. Et puis j'avais vu un article récemment, c'était Eliana Magali, qui met plutôt un accent spirituel au niveau du don contre don, qui donc modifie totalement la place des monastères dans les échanges. Je voulais savoir justement ça. Donc on a des chiffres dans l'historiographie anglaise à cause des grandes confiscations de la période élisabéthaine, sous Henri VIII et Élisabeth. On sait combien les